Bienvenue dans Numérique, un podcast où l'on parle de la transformation digitale dans l'économie sociale et solidaire, mais aussi de Tech for Good, de start-up à impact et des nouvelles formes d'entrepreneuriat social. Bref, un podcast qui part à la rencontre de ceux qui s'engagent, d'une manière ou d'une autre, pour faire avancer l'intérêt général grâce au numérique. Dans ce troisième numéro de Numérique, nous allons rencontrer Yannick Morel, l'un des cofondateurs de Latitude. Il nous expliquera comment cette association met les technologies au service de l'intérêt général en s'appuyant sur les compétences de futurs ingénieurs et développeurs. Yannick a la conviction que les mondes de la Tech for Good et de l'ESS ont beaucoup à s'apporter. On en reparlera plus précisément avec lui dans la deuxième partie de ce podcast. Bonne écoute! Bonjour Yannick Morel. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui à La Paillasse, qui héberge ton association Latitude, que tu as cofondée avec plusieurs amis. On va en parler dans quelques instants, mais avant de débuter, est-ce que tu peux te présenter, tout simplement? Présenter, oui, bien sûr. Alors de mon côté, en termes de parcours, j'ai été étudiant à Centrale Supélec, des années que j'ai beaucoup appréciées en tant qu'étudiant, notamment les deux premières où j'ai pas mal été investi dans le milieu associatif au sein du campus. Ensuite, en césure, j'ai décidé de m'orienter sur deux stages qui sont plus dans l'univers PME puis start-up pour vraiment mieux connaître ce milieu-là avant de lancer mon propre projet d'entrepreneuriat. Et en rentrant de césure en dernière année, j'ai voulu m'orienter justement sur cet aspect entrepreneuriat et informatique. À ça, j'ai vraiment eu la volonté d'ajouter du sens à ce que je faisais au jour le jour. J'ai eu ce projet qui était initié par Manon et Augustin. C'est ça qui fait que je me suis lancé dans Latitude avec eux pour démarrer. On va peut-être le préciser, en fait Manon et Augustin, ce sont les cofondateurs avec toi de l'association Latitude. C'est ça, exactement. Alors Latitude, qu'est-ce que c'est? Alors Latitude, c'est une start-up associative et la volonté qu'on porte avec Latitude, c'est vraiment d'aider le monde de l'intérêt général à utiliser les technologies pour démultiplier son impact. C'est-à-dire qu'on a remarqué en allant à la rencontre d'acteurs de ce milieu-là qu'il y avait plusieurs besoins en termes de tech, vraiment des besoins vraiment fonctionnels pour le fonctionnement interne de l'association, de l'entreprise sociale. Deuxièmement, pour tout ce qui est besoin d'innovation, comment en fait porter son impact, le démultiplier et ouvrir de nouveaux horizons grâce à la tech. Et troisième besoin qui est plus sur le passage à l'échelle. Nous, on s'est intéressé surtout aux besoins d'innovation parce que on s'est dit que c'était là-dedans qu'il y avait le plus de potentiel et qu'on se sentait le plus légitime de par nos études d'ingénieur en ayant pas mal poussé le côté informatique. Et c'est ce qui fait qu'on a lancé un programme qui s'appelle Tech for Good Explorers, qui est un programme pédagogique qu'on a du coup dans 5 écoles partenaires aujourd'hui, qui permet à des étudiants, dans le cadre de leur cursus, d'utiliser leurs compétences tech. Donc on a pas mal de projets de développement web, mobile, data science, intelligence artificielle, blockchain. Donc ces compétences-là au service d'acteurs de l'intérêt général. Donc on a tout un tas d'acteurs différents, que ce soit des associations, des startups sociales, des grosses ONG, des entreprises classiques et également des pouvoirs publics. Alors je vais t'interroger dans quelques instants sur ces fameux projets, mais avant je voudrais que tu m'expliques pourquoi en parlant de Latitude tu parles de start-up associative plutôt que d'association. Légalement, Latitude est une association, donc on a un fonctionnement classique d'association où on n'a pas de part au capital, où il y a un bureau qui est là pour l'association et des bénévoles, des futurs salariés et tout un tas
métiers de ce type-là. Et pourquoi la dénomination Startup associative? C'est vraiment pour montrer au grand public cet aspect démarche startup qu'on a aujourd'hui. C'est pas parce qu'on a un statut d'association qu'on ne peut pas souhaiter avoir un business model viable. C'est un choix qui en fait dépend pas de la qualité administrative entreprise versus association versus coopérative versus tout un tas de choses. Mais on est vraiment dans une démarche startup, une démarche entrepreneuriale, dans le sens où on a des boucles classiques de test and learn et ce genre de choses. On a longtemps hésité au moment de la création de la structure entre entreprise, association. Et en fait, ce qui a fait pencher la balance, c'est vraiment le côté l'état d'esprit qui peut y avoir dans une association, d'avoir un projet plus grand que soi. Avec j'en parlais tout à l'heure, on a un bureau qui est au-dessus de nous et qui nous aide sur des points stratégiques clés. Et ça permet aussi aux personnes de s'approprier le projet. Aujourd'hui, on a tout un réseau de mentors bénévoles qui aident les étudiants sur leur projet. Et en fait, toutes ces personnes-là, on n'aurait pas pu les mobiliser si on avait eu un statut d'entreprise. Toutes ces personnes qui justement se sont greffées au projet, ce sont d'abord des écoles. Je crois que vous avez 5 écoles partenaires aujourd'hui. Puis ce sont également, comme tu le disais, des entreprises, des associations, voire même des représentants des pouvoirs publics. Est-ce que tu peux faire un petit tour d'horizon des différents acteurs avec qui vous travaillez? Totalement. Au niveau des structures bénéficiaires, donc les structures pour lesquelles les étudiants travaillent sur des projets, on a effectivement pas mal de startups sociales, qui sont des startups naissantes dans l'économie sociale et solidaire. Également des associations, que ce soit des grosses associations comme par exemple les Restos du Cœur ou des associations en création ou plus jeunes comme on peut l'être. Également effectivement des coopératives et des pouvoirs publics. On a quelques projets avec la DGCS avec laquelle on a travaillé récemment et le ministère de l'Éducation nationale. À ça s'ajoutent quelques autres projets pour des entreprises plus classiques, mais qui ont cette démarche de Tech for Good inscrite vraiment dans leur politique RSE. En fait, on s'adresse à tous ces acteurs puisque le choix et la sélection des projets se fait vraiment sur la volonté qu'il y a dans le projet, d'utiliser la tech pour être au service d'un impact social. C'est le deuxième point. Et le troisième point, avoir un point de contact privilégié pour pouvoir avancer sur le projet et que les étudiants puissent avoir un point d'appui au sein de la structure. Est-ce que tu peux donner 1 ou 2 exemples de projets que vous avez réalisés? Oui, bien sûr. Un exemple de projet qu'on aime bien ressortir parce qu'il parle pas mal aux personnes, c'est un projet qu'on a fait avec les Restos du Cœur, qui était de la promo précédente, où en fait les étudiants ont fait un travail de machine learning sur la création d'un nouveau barème alimentaire. Il faut savoir que les Restos du Cœur, ils ont différentes sources de nourriture qu'ils vont distribuer. Il y a la nourriture qui est distribuée d'urgence. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de répartition plus affinée que ça. On donne d'urgence. Et un stock de nourriture qui va être réparti entre différents acteurs. Ils répartissent cette nourriture selon leur ancien barème d'une certaine manière. Ils se sont rendus compte qu'il y avait certaines inégalités qui étaient créées, notamment entre différents types de population, selon le nombre d'enfants à charge des personnes qui distribuaient ce type de choses. Et du coup, les étudiants ont travaillé sur un nouveau barème alimentaire, donc en utilisant des techniques de machine learning d'algorithmique pour aider les Restos du Cœur à mieux répartir cette nourriture parmi les différents acteurs. Et là, ce nouveau barème, il est aujourd'hui effectif? Effectivement, il est effectif. Il y avait toute une première phase de caractérisation des inégalités qui étaient créées par l'ancien barème et une deuxième phase où les étudiants ont très force de proposition pour proposer un nouveau modèle qui convenait mieux et qui réduisait ces inégalités.
Un projet comme celui-ci, ça occupe les étudiants combien de temps? Alors un projet comme celui-ci, à raison d'un jour par semaine, les étudiants peuvent travailler sur ce projet, ont du temps dédié à ce projet qui est inclus dans leur cursus. Et on a des projets qui durent entre 6 mois et 1 an, selon les écoles, selon les créneaux. Celui-ci, en l'occurrence, il a duré pendant un semestre, donc un petit peu moins de 6 mois. Depuis le début de la création de Latitude, vous avez accompagné combien de projets environ? Alors depuis la création de Latitude, on a sur nos deux promos environ 51 projets maintenant qui ont été accompagnés. Ça fait un total d'un peu plus de 300 étudiants qui ont été engagés. Pour donner un ordre de grandeur en termes d'heures d'engagement, ça fait plus de 10 000 heures d'engagement au total pour ces étudiants. Est-ce que tu peux nous donner un aperçu des thématiques sur lesquelles Latitude va pouvoir intervenir pour mettre en relation des étudiants et des entreprises, des associations et autres types d'acteurs? On a vraiment souhaité adresser un maximum d'enjeux pour avoir un panel varié, pour avoir des projets qui peuvent plaire aux étudiants. En fait, les étudiants sélectionnent un projet, donc on avait à cœur d'avoir différentes thématiques abordées. Notamment, on a des choses liées à l'environnement, au gaspillage alimentaire, la santé, l'agriculture, également tout ce qui touche aux problématiques liées aux réfugiés, aux personnes sans abri, à l'égalité des sexes, l'émancipation des femmes. Donc il y a vraiment tout un panel assez varié. Et bien sûr, c'est des thématiques qui peuvent changer d'une promo à l'autre selon ce qui nous tient à cœur, ceux où on pense qu'il y a plus d'impact, et également les partenaires financiers qui seront là pour financer une thématique en particulier ou ce genre de choses. Alors tu viens toi-même d'en parler. Comment est-ce que vous mesurez l'impact de ces projets? Est-ce que c'est une démarche que vous intégrez dès le début? Comment vous êtes organisé aujourd'hui? Alors, pour mesurer notre impact social, qui est un travail difficile, mine de rien, donc c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place. On a tout un tas de critères, de métriques très précises, notamment l'engagement que peuvent avoir les étudiants après un projet Latitude. Et on différencie l'engagement, que ce soit un engagement associatif à côté de son travail, que ce soit de l'entrepreneuriat social, ou également continuer en mode projet sur certaines choses. Il y a beaucoup de choses qui se font en mécénat de compétences notamment, ou alors tout simplement d'avoir à temps plein un emploi qui rentre dans cette idée de la volonté des Tech for Good de mettre les technologies au service de l'intérêt général. Est-ce que vous mesurez également l'impact du point de vue des structures pour lesquelles les projets ont été menés? Ça fait partie aussi de notre mesure d'impact. On a plusieurs types d'impact pour des structures qui sont déjà orientées, je dirais, qui pensent le numérique d'une certaine manière, qui sont déjà acculturées et ce genre de choses où en fait on les aide à avancer plus vite, à gagner en vitesse puisqu'il y a des étudiants qui vont travailler avec eux. Donc ça c'est un premier type d'impact qu'on a auprès des structures. Et pour des structures plus anciennes ou qui n'ont pas forcément ces connaissances en interne, qui n'ont pas de développeurs, de data scientists ou autres mots barbares au sein même de leur structure, il y a vraiment cet aspect, on les aide à aborder le numérique et à comprendre les enjeux qu'il peut y avoir, notamment avec des formations orientées sur les méthodos digitales comme le Scrum, tout ce qui est méthode agile, ce type de choses qui permettent d'embrasser le numérique pour le mettre au service de sa vision sociale. On sent bien quand tu en parles que tu distingues deux familles, une famille qui appartient à ceux qu'on appelle les digital natives
Et puis la famille des acteurs plutôt de l'économie sociale et solidaire au sens classique du terme. Vous travaillez avec tous ces acteurs ou plus particulièrement avec certains d'entre eux. Comment vous vous mettez en communauté? C'est effectivement assez fort cette distinction qu'il peut y avoir entre ces deux types d'acteurs. On travaille avec les deux. Après, effectivement, notre rapport n'est pas le même auprès de ces structures. Pour ce qui est des acteurs de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, plus classiques, plus anciens, on passe par les réseaux d'incubateurs sociaux et des choses comme le groupement SOS et des acteurs qui en fait ont déjà leur écosystème et on va au cœur de cet écosystème pour leur faire connaître notre initiative. Et d'un autre côté, ces acteurs plus récents de la tech et la tech for good à proprement parler, qui est un écosystème en construction, notamment avec le mouvement FEST, duquel on fait partie, qui vise à regrouper, à structurer ce mouvement naissant et à être force de proposition pour pouvoir porter ça auprès du grand public et donner une vraie ampleur à ce mouvement des Tech for Good naissant et croissant. Est-ce que tu peux donner quelques exemples génériques du type d'entreprise qu'on va trouver dans cette famille-là? Alors, pour ce qui est des acteurs de la Tech for Good, il y a en fait énormément de start-up sociales ou start-up associatives, comme on disait tout à l'heure. Je citerai comme exemple Simplon, qui utilise le numérique comme levier de réinsertion. Il y a beaucoup de startups dans la santé également. WeFight qui s'occupe de créer un chatbot pour les patients atteints de cancer et leurs proches. C'est vraiment cette volonté pour créer une définition un petit peu plus précise, cette volonté de mettre les technologies au service de l'intérêt général. Et donc les moyens d'action, ça peut être par la réinsertion via le numérique. Ça peut être dans des domaines comme la santé, les choses qui touchent autour des problématiques liées aux migrants. Sur l'agriculture, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire aussi, notamment au niveau de la blockchain. L'environnement de manière plus générale, avec des choses tournées autour du gaspillage alimentaire, pour parler de Phoenix par exemple, qui s'occupe de ces problématiques. Donc il y a vraiment tout un panel d'enjeux différents qui sont adressés et qui sont adressés aux moyens de la tech, puisque ça permet d'aller bien plus rapidement que par des moyens plus ancestraux. Ces acteurs-là et les acteurs de l'économie sociale et solidaire, est-ce que vous avez déjà été amené à les faire travailler ensemble sur des projets que vous accompagnez en tant qu'association Latitude? C'est quelque chose qu'on aimerait bien faire et qu'on fera potentiellement dans le futur. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Mais la porte est ouverte. Mais la porte est ouverte, totalement. D'accord. Quel regard portent, selon toi, les plus anciens sur cette nouvelle génération? Aujourd'hui, il n'y a pas spécialement de lien, ni de lien entre ces deux mondes-là. Je dirais que c'est sûrement amené à converger, dans le sens où chaque structure, chaque monde connaît un petit peu le monde de l'autre, de loin, et considère que les acteurs de l'ESS sont conscients qu'ils ont un manque à gagner en s'appropriant le numérique, et que c'est une vraie force. Tout comme les acteurs de la Tech for Good ne vont pas non plus tout réinventer en termes de réflexion sur l'impact social et tout un tas de choses extrêmement pertinentes qui ont été travaillées depuis des années par les acteurs de l'ESS. Donc il y a vraiment ce mariage pour lequel on se bat en fait chez Latitude aujourd'hui, qui j'en suis persuadé il y aura une vraie convergence entre ces deux mondes.
Toi, par exemple, quand tu étais en école d'ingénieur, tu connaissais déjà l'économie sociale et solidaire ou pas du tout? Comment tu as fait connaissance avec ce secteur? Ça, c'est une bonne question dans le sens où une des choses qui a fait qu'on a créé Latitude, c'est que en fait on entendait très peu parler d'économie sociale et solidaire quand on était en école d'ingé nous-mêmes. Là où les écoles de commerce par exemple ont beaucoup plus d'avance sur les écoles d'ingé, avec des incubateurs de start-up sociales qui sont déjà créés comme Entropia ou d'autres acteurs. En école d'ingé, ça existe beaucoup moins. J'ai beaucoup été sensibilisé à ça par notamment Manon, qui a engrangé pas mal de connaissances de ce milieu-là. Et également, je me souviens de deux amis qui ont fait venir Enactus dans notre école. Qui est notre association qui fait travailler des étudiants sur des projets d'intérêt général. Exactement. Et qui a créé un peu ce déclic de mais en fait ce monde-là existe, j'en avais pas connaissance avant cette intervention, et pourquoi pas. Et c'est une porte ouverte vraiment qui nous a été offerte, et c'est aussi ce déclic, cette ouverture du champ des possibles pour des élèves ingénieurs qu'on veut susciter. Tu parles de champ des possibles, c'est une jolie expression. Pour conclure cet entretien, qu'est-ce que tu aimerais faire passer comme message? Quelle serait la conclusion idéale? Wow, ça c'est une question difficile. Alors, quel message j'aimerais faire passer? Je dirais que aujourd'hui, il y a de plus en plus cette volonté d'agir pour le bien commun qui se manifeste et qui est de plus en plus visible dans le monde actuel. Et ça va aller en grandissant, j'en suis sûr. Maintenant, il faut qu'on passe à l'étape supérieure qui est comment on va faire évoluer cette volonté en mise en action. On n'a pas réinventé la roue avec Latitude, on est un moyen de passer à l'action parmi d'autres qui existent déjà, et plein de super moyens d'action qui vont se créer, j'en suis sûr. Cette volonté, faisons tous en sorte individuellement de pouvoir la manifester en action, que chacun arrive à trouver la voie d'engagement qui lui correspond. Merci beaucoup Yannick Morel. Merci beaucoup. Avant de conclure ce 3e épisode de Numérique, nous vous invitons à vous rendre sur notre site web numérique au pluriel et avec un deuxième S comme dans ess.squarespace.com. Nous y partageons plus d'informations sur Latitude, mais aussi sur la paillasse et le mouvement FEST qui ont été brièvement évoqués dans ce podcast. À dans quelques jours pour une nouvelle rencontre autour du numérique et des projets à impact.